Ça y est, crise, pénurie de logement, l'immobilier c'est terminé. Oh là là, qu'est-ce que j'ai pu entendre comme conneries en 2023 et 2024, ça continue hein. Mais bon, je vais t'expliquer tout de suite. La réalité, effectivement, actuellement, nous avons une pénurie de logement. Alors quand je dis nous, c'est les Français. Alors une pénurie de logement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de moins en moins de logements disponibles pour les personnes qui veulent louer. Alors ça vient de plusieurs facteurs, mais on va essayer de les détailler un à un et je vais également t'expliquer comment en tirer une opportunité, puisque dans toute crise, il y a également une opportunité. La première, c'est qu'on a entendu la hausse des taux, les banques qui prêtent plus, les 35%. Bon, toutes les personnes pas formées l'entendent et puis le prennent pour argent comptant. Et finalement, ça a ralenti un peu la croissance de l'investissement immobilier. Autre connerie qu'on a pu voir, monumentale, c'est le fait qu'il y a eu une baisse des transactions à hauteur de 31% entre 2023 et 2024 par rapport à la hausse des taux, blablabla. La réalité, c'est que nous avons percé une bulle spéculative. Cette bulle, c'était quoi? C'était tout simplement les banques qui prêtaient de l'argent à 0%. Et ça ne pouvait pas durer. Depuis que le monde est monde, l'investissement immobilier ne s'est jamais fait avec des taux à 0%. Personne ne prête sans gagner d'argent. Effectivement, les taux ont toujours été la moyenne nationale hein, depuis le départ des investisseurs immobiliers, depuis que le monde est monde. On est plutôt en moyenne autour des 6%. Là aujourd'hui on est à 4%, on me parle comme si c'était un truc de fou. Non, il y a un retour à la normale du marché immobilier. Les taux effectivement sont revenus à 4%. On est actuellement fin mars au moment où je tourne cette vidéo. Les taux sont en train de chuter, les banques réouvrent les vannes. Bon voilà, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Hein. Mais bon, la morale de l'histoire, c'est que les gens qui ne sont pas formés prennent les choses pour argent comptant et la peur se diffuse comme une traînée de poudre. Et là les gens, oh là là, moi j'arrête, oh non, je vais attendre un peu là que les taux baissent. Mais les taux baisseront pas non plus comme ça l'a été. Hein. Faut arrêter de rêver. Hein. Les banques ont besoin de renflouer les caisses et c'est normal. Si aujourd'hui ils prêtaient de l'argent gratuitement, ça se saurait. D'accord, c'est le jeu ma pauvre Lucette comme on dit. Mais au contraire, pour nous c'est une opportunité puisque pendant que les gens en fait ne veulent plus investir parce qu'ils ont peur, parce qu'ils regardent la télé et qu'ils ne se forment pas, et bien nous en fait on a le marché immobilier qui finalement est ouvert aux investisseurs aguerris. Les investisseurs aguerris, qu'est-ce que c'est? C'est les personnes qui savent qu'automatiquement le ralentissement des transactions immobilières font que il va y avoir un marché sur lequel on va faire des meilleures négociations, donc on va pouvoir acheter en dessous du prix du marché, qu'on va pouvoir également faire de belles affaires, de belles opportunités et que, encore une fois, quand j'entends crise des logements, moi je me dis que si je suis propriétaire, que je mets des biens à louer, je serai sûr de les louer, donc alléluia. Après les gens ont peur des impôts, ne maîtrisent pas la fiscalité, pour autant ne pensent pas forcément à se former, donc écoute les qu'en dira-t-on, les impôts vont venir tout te prendre, ça sert à rien d'investir dans l'immobilier puisque si c'est pour tout donner à l'État, ça sert strictement à rien. Encore une fois, ce sont les personnes non formées qui viendront te dire ça. Une personne formée saura que tu ne paieras pas d'impôts entre 7 et 10 ans sur tes investissements immobiliers au minimum. Suivant le levier que tu utilises, ce sera certainement même bien plus. Hein. Ça te permettra en tout cas de jongler avec l'impôt que potentiellement tu devrais payer pour réinvestir. Mais bon, ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. Il y a aussi les squatteurs, les loyers impayés. Donc encore une fois, hein, la peur se diffuse comme une traînée de poudre. Bon, en vrai, hein, sur le marché immobilier français, on est à 3% d'impayés. Sur ces 3%, la moitié sont des retards de paiement. Et comme je dis toujours, hein, j'ai fait une autre vidéo là-dessus pour expliquer que finalement, quand tu es des impayés, c'est que tu les mérites. Hein. C'est que tu n'as pas bien fait les choses, que tu n'as pas respecté ton locataire, que tu n'as pas fait un bien de qualité, que tu as raté ton annonce, donc que tu as eu moins de personnes qui sont venues automatiquement pour visiter le bien. Donc tu as pris le premier qui venait parce que tu n'avais pas le choix, que ton crédit commençait parce que ton délai pour faire les travaux, ton délai de report de crédit n'était peut-être pas assez, puis tu t'es retrouvé à la gorge à prendre le premier qui vient, etc. Dans 99% des cas, hein, c'est toujours la faute du propriétaire hein, quand il a des impayés. Et d'ailleurs, les propriétaires pensent souvent aux obligations du locataire, mais très peu aux leurs. Donc c'est forcément, encore une fois, hein, je pense qu'il faut déjà commencer par se regarder soi-même avant d'aller regarder les autres. À bon entendeur. Et après, bien sûr, encore une fois, on a le DPE, le diagnostic de performance énergétique, qui est venu mettre un coup de massue aux investisseurs qui ont dit « Oh là là, mais putain, mais comment on va faire? On peut plus investir, ça y est, les normes sont trop élevées. » On s'en fout contre fou en fait. Moi, j'achète des biens où le DPE, la lettre n'existe même pas. Je voudrais une lettre Z qui dirait zéro, c'est-à-dire zéro isolation, zéro toiture, zéro fenêtre. Je voudrais que le bien il soit défoncé du sol au plafond, tout simplement parce que j'aurai moins de concurrence, donc automatiquement des négociations plus faciles. En plus de ça, le fait de refaire les travaux du début à la fin, c'est-à-dire du sol au plafond, je vais pouvoir remettre tout aux normes électriques, normes d'isolation, je vais pouvoir faire ma salle de bain toute neuve qui va durer au moins 20 ans, la cuisine identique, je vais pouvoir en fait investir mon argent, enfin l'argent de la banque dans le bien, qui sera lui remboursé par le locataire, mais sur un système qui va tenir dans le temps, puisque comme tout est neuf, automatiquement pendant 20 ans je suis tranquille, sans compter qu'en plus de ça, les artisans qui auront fait les travaux dans mon bien, je vais pouvoir bénéficier de leur assurance décennale qui va me permettre en fait de couvrir l'intégralité des travaux pendant 10 ans. Et oui, donc automatiquement, en plus d'avoir acheté un bien en dessous du prix du marché, donc de l'avoir négocié, de faire une plus-value immédiate, je suis également sécurisé
sécurisé pendant au moins 10 ans grâce à l'assurance des artisans qui ont fait les travaux et également garanti de ne pas être emmerdé sur le diagnostic de performance énergétique pendant au moins 20 ans. Tu l'auras compris. Là où les gens voient des problématiques, je ne vois que des opportunités. La raison numéro 2, c'est l'augmentation drastique des logements en courte durée. Bien sûr, il y a une opportunité et les gens vont la saisir automatiquement. Alors, même si l'État français et les services hôteliers essayent de dire, bon, il faut qu'on essaye de réguler tout ça, ils n'y arrivent pas forcément parce que même s'ils peuvent effectivement le réguler dans des grandes villes parce qu'il y a des pénuries de logements et que c'est nécessaire, je ne dis pas le contraire, il faut qu'il y ait un équilibre, bien sûr, entre les personnes qui demandent à se loger et les personnes qui font du business. Maintenant, les personnes qui font du business en location courte durée répondent également à un besoin. Et ce besoin, encore une fois, si il y a des gens qui font des offres et qu'il y a des personnes qui les saisissent, c'est que quoi qu'il arrive, il y a également une nécessité. Donc je comprends qu'il soit plus important de mettre en place des systèmes pour que les personnes puissent vivre plutôt que des personnes arrivent juste pour vivre des expériences ou etc. Cela étant dit, c'est que si il y a un marché, c'est qu'il y a de la demande automatiquement. Donc moi je vous invite, si vous voulez faire de la location courte durée, à plutôt partir dans des petites villes et moyennes villes parce que oui, vous serez rentable, oui, il y a des choses à faire, il suffit de trouver des points d'intérêt. Les points d'intérêt, ça peut être le tourisme, par exemple, je sais pas, un parc Astérix, un Center Park, un Futuroscope, ça pourrait être aussi des lieux de pèlerinage, ça pourrait être des centres de thalasso, ça pourrait être plein de choses, des cures thermales, il y a plein de trucs. Après, il pourrait y avoir des entreprises, des grosses entreprises, par exemple dans le nucléaire, où les personnes font énormément de déplacements, où vous pourriez créer justement des logements, même des logements atypiques, où les personnes arrivent à plusieurs, avec une espèce de grosse colocation, où ils vivent avec des dortoirs, mais par contre avec une salle de jeu énorme, avec un bar, enfin, il y a plein de choses qui sont potentiellement faisables. Tu pourrais très bien faire ça, par exemple, dans une ferme, avec un corps de ferme protégé, ou dessous ce corps de ferme, tu mets par exemple un terrain de pétanque. Il y a plein de choses qui sont faisables. C'est à toi d'ouvrir le champ des possibles, et plutôt que de te dire, oh là là, ça y est, tout est fini, d'aller déceler l'opportunité à l'intérieur même de la crise. D'ailleurs, depuis que le monde est monde, toutes les crises qu'on a pu traverser ont toujours mis en avant des opportunités. Rappelle-toi de la crise Covid, qui a tué, apparemment sur le papier, énormément d'entreprises, mais qui a forcé beaucoup d'entreprises à se digitaliser. Et beaucoup d'entreprises qui se sont digitalisées ne sont jamais revenues en arrière, parce qu'ils ont pu limiter leurs coûts humains, les coûts de location d'un bureau physique ou même d'une boutique physique, et finalement aujourd'hui font encore plus d'argent. Et pour autant, ça n'a pas non plus enlevé le nombre de salariés, puisque ça fait travailler d'autres personnes, certains en freelance, mais également la croissance de l'entreprise a amené à rembaucher beaucoup plus de personnes, mais avec des marges plus grandes et automatiquement un confort de travail, un confort financier qui est plus élevé. Ne fais pas partie de ces personnes qui s'alarment à la moindre crise, bien au contraire. Essaye de regarder à l'intérieur de la crise comment tu vas pouvoir justement aller tirer une opportunité, cette épingle du jeu qui va te permettre d'aller surfer sur la vague et de devenir encore une fois plus libre financièrement, plus riche, peu importe le mot que tu veux entendre, mais en tout cas qui va te permettre encore une fois d'aller tirer justement cette épingle du jeu. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. Si d'ailleurs tu as d'autres vidéos que tu souhaiterais que je fasse, des thématiques ou quoi que ce soit, tu les mets juste en dessous de cette vidéo. Tu as des questions, tu les mets en dessous de cette vidéo. Et en dessous de cette vidéo, tu auras un lien également pour assister à une masterclass inédite et gratuite justement sur la location courte durée si tu veux en apprendre plus et comment toi aussi tu vas pouvoir tirer ton épingle du jeu. Allez, à très vite chez Goranty.